Bienvenue sur le plateau d'Horizon Intellectuel. Vous êtes bien sur Al-Mouatine TV pour ce 14e rendez-vous de notre émission. Nous allons parler d'un courant de mode et de société qui a été fondé à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre. J'ai parlé du dandysme. Aujourd'hui, eh bien, ce courant revient vraiment dans l'air du temps et nous avons le grand plaisir d'accueillir ici deux de ses plus éminents représentants. Je me tourne d'abord vers Redmi Kamal. Il est le baron des Marolles, alias le baron des Marolles, puisqu'il a cette responsabilité de perpétuer à sa manière cette tradition. Il est également le créateur du blog Street Baron. Il est aussi et surtout le gérant de la galerie Meubles de Cœur. Redmi Kamal, bonjour. Bonjour. Merci de faire l'honneur d'être présent sur le plateau d'Horizon Intellectuel. Merci à toi de nous inviter. Et c'est aussi un plaisir d'accueillir Logan O'Malley. Il est appelé également le baron d'XL, c'est son alias. Il contribue lui aussi à sa manière à entretenir, je dirais, la tradition du dandysme. Il est également conseiller, donc habilleur conseil chez Panama Gomina. Avec lui, eh bien, nous allons également parler de ce phénomène de mode. Quels sont les ressorts de ce phénomène? Quels sont, je dirais, les codes? Quels sont, d'une certaine manière, les éléments constitutifs du dandysme? Eh bien, nous allons en parler avec nos invités. Cher Redmi Kamal, on va commencer par vous. Cela fait quelques années déjà que vous avez décidé de vous consacrer au dandysme. Oui, quelques années déjà. Alors, vous vous faites appeler le baron des Marolles. Vous êtes avec d'autres, notamment Logan O'Malley, les concepteurs du grand danditisme, mais on aura l'occasion d'en reparler. Alors, si l'on devait faire une genèse de ce mouvement et surtout des raisons pour lesquelles vous, à titre personnel et d'autres, avez décidé de vous y consacrer. Donc la jeunesse, c'est avant tout Logan O'Malley, c'est lui qui a créé ce mouvement. Ma propre jeunesse, c'est que j'ai rencontré O'Malley, on avait une amie en commun, et j'étais assez impressionné par son style, tout ça. Et avant ça, j'avais beaucoup, j'étais intéressé par ce genre de style, mais je pensais que c'était inaccessible. Donc ce que Logan O'Malley m'a appris, c'est que c'était un style qui pouvait être accessible à toute classe sociale. Et donc voilà, donc comme j'ai d'abord été dans ce swag groupe, Panama Gomina, j'ai fait un swag, et après on est devenu amis, il m'a appris comment acheter des habits, tout ça. Et voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans ce monde. Et après, bon, voilà, il y a d'autres références, il y a Parité de Gentleman, on a des amis aussi, M. Pouchusset qui est aussi baron, voilà, il y a tout un univers, et je suis rentré dans cet univers, ça fait quelques années. Et puis suite à tout ça, j'ai créé ce blog, Street Baron, qui est directement inspiré de ce mouvement, et baron du grand banditisme. Et donc voilà, c'est un site où on voit un peu, comment dire, l'actualité des barons et tout ça. Voilà. On a beaucoup de chance d'avoir sur le plateau Logan O'Malley, je rappelle, qui est le créateur des barons du grand banditisme. Logan, si je puis me permettre, vous en avez inspiré plus d'un, à la fois par votre style, à la fois visuel, flamboyant, luxuriant. C'est aussi une attitude face à la vie. Qu'est-ce qui vous a vraiment incité à créer ce mouvement? C'est le fait de ne pas vouloir être seul. Moi, je viens du hip-hop. Donc, je suis en groupe. Et c'est vrai que quand j'ai commencé ma transformation vestimentaire, qui avait déjà commencé quand j'avais une douzaine d'années, qui a été arrêtée parce que, comme on le disait, on se dit toujours que c'est pas pour nous. Puisque quand on ouvre un magazine, on regarde une tenue, on voit une veste à 2000 €, et alors on se dit c'est pas pour moi, donc je remets mon sweat à capuche et je continue ma vie. Et j'ai découvert tout le monde du seconde main en fait, tout le monde du seconde main, de la brocante, et tous ces magasins Emmaüs en France, les petits riens, Oxfam. Et donc j'ai commencé à comprendre qu'on pouvait être très bien habillé avec très peu de moyens. Donc j'ai décidé de donner la bonne parole en fait à mes frères qui, eux, se posent encore cette question de comment je vais pouvoir m'acheter une veste Scaval si je n'ai pas 2000 €. Voilà. Et donc j'ai créé d'abord c'était les débuts d'Internet, donc j'ai invité d'autres hommes qui s'habillaient un peu dans ce style-là. Donc la période c'est entre 40 et fin 70, tout vestir masculin, donc hiver, été, automne, printemps. Et on a
on s'est un peu unis pour montrer, pour inspirer. Parce qu'on dit toujours s'habiller pour inspirer. Nous, on n'est pas là pour impressionner les gens. On est vraiment là pour inspirer la nouvelle génération qui, dans la société actuelle, si on le constate bien, va vraiment vers le bas, vers un misérabilisme vestimentaire qui atteint des limites que je ne pouvais pas imaginer encore il y a 15 ans. Alors ce misérabilisme vestimentaire dont vous parlez, il n'est pas forcément lié, je dirais, à la qualité des vêtements et encore moins au style ou en tout cas au coût que pourrait occasionner ce look, cette façon d'être. Vous pensez, le Galomalais, que c'est important pour un homme d'être bien habillé? Même pour une femme, même pour un enfant. C'est la première chose qu'on voit. Donc c'est quand même... oui, c'est la première chose qu'on voit quand on rencontre quelqu'un avant qu'il parle. Donc c'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais quelqu'un habillé en moine, on l'appellera monsieur le curé. Donc forcément que c'est important. Mais si je peux rebondir, c'est au-delà de l'apparence, c'est vraiment la noblesse des matériaux, du textile, tout ça, c'est la noblesse de l'habillement. Donc c'est pour ça qu'on parle de misérabilisme, c'est un prestige, avec du pétrole, avec des habits transportés par des enfants. C'est ça qu'on appelle le misérabilisme. C'est pas tant le fait d'être pauvre ou riche. C'est du prêt-à-porter d'après vous ou pas? Le prêt-à-porter, prêt-à-porter, déjà il y a un malentendu au niveau du prêt-à-porter, c'est qu'on parle du prêt-à-porter de très bonne qualité et du sur-mesure de très mauvaise qualité. Donc déjà ça c'est pas vraiment un critère de sélection. Donc ce qui nous importe nous c'est que les habits soient faits par des artisans, dont c'est la passion, et qu'ils soient dignement rémunérés pour leur travail. Et c'est vraiment que ce soit une passion pour eux. Et que ce ne soit pas des enfants qu'on est, voilà, on a payé un bon riz. On veut vraiment des gens qui soient passionnés. Alors, si on a des moyens, on va chez un tailleur et on le paye dignement. Et si on n'a pas les moyens, là, c'est plus le second main, la des artistes, tout ça. Et voilà. Donc, c'est au-delà des classes sociales, c'est vraiment la noblesse de l'habillement. Alors, je le disais précisément en introduction, le dandisme dont vous réclamez est un mouvement de mode et de société qui a vu le jour à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre, quand même parmi ses plus éminents représentants. On se rappelle évidemment d'Oscar Wilde, bien sûr, mais il y en a encore d'autres. Aujourd'hui, et ça a été rappelé par Logan il y a de cela quelques instants, donc il y a, je dirais, entre 1940, les années 40 jusqu'au début des années 70, jusqu'à la fin des années 70, il y a eu, en termes de création vestimentaire, masculine notamment, des choses intéressantes qui ont été faites, et vous proposez à votre manière de ressusciter au fond un style qui a peut-être perdu, je dirais, de son actualité. Et je parle sous votre contrôle, Logan. Vous avez décidé donc de créer les barons du grand danditisme. Vous vous réunissez avec évidemment comme centre d'intérêt l'élégance et le raffinement. Est-ce que cela impacte aussi sur votre façon de voir la société aujourd'hui? Par exemple, une question que j'adresse à tous les deux, la mode aujourd'hui, comment est-ce que vous l'apercevez? Est-ce qu'en tant que dandy, revendiqué et assumé, vous vous sentez concerné par l'évolution des styles aujourd'hui? Logan? Disons qu'il y a la mode et il y a le style. Nous, on représente le style. La mode, pour Rome, elle a commencé au début des années 80. Avant, on parlait de tendance vestimentaire masculine. Donc à partir du moment où on a commencé avec du fluo sur des vêtements, il n'y a plus de style masculin. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc la mode, c'est pas vraiment notre credo. La mode, c'est... comme dirait Kakou, la mode se démode et le style est... Donc vous vous situez en fait, d'une certaine manière, au-delà des courants et des tendances en fait. Nous, on sait que dans 100 ans, il y aura encore des hommes et des femmes qui prôneront l'élégance. Et en l'occurrence les hommes, parce que c'est un peu ce qu'on représente, parce que la femme n'a pas besoin de moi pour être un double baronne. Elle le sait d'elle-même. Elle le sait d'elle-même. Elle va être élégante, elle va être chic. L'homme a beaucoup plus de mal avec les vêtements que la femme en fait. Même s'il a envie, il sait pas, il va aller dans un magasin, il sait pas, alors il va prendre toujours les mêmes choses. Il a moins de créativité. Et nous, c'est pour ça que je dis toujours qu'on s'habille pour inspirer et surtout donner des conseils. C'est donner les conseils qu'il faut parce que les personnes qui nous écoutent actuellement ou qui vont nous voir en TV se demandent comment j'ai fait pour avoir ce magnifique flanelle de chez Nickels à 20 €, ce chapeau Borsalino à 50 €. Comment ai-je fait?
alors que le chapeau lui-même vaut 350 €. D'accord. On reviendra sur c'est quand même important parce qu'il faut quand même donner les éléments. Tout à fait. Quand même. Et on aura précisément l'occasion de voir dans le détail au fond quels sont les accessoires qui sont indispensables au dandy. J'aimerais quand même rebondir sur ce qui a été dit précédemment. Si vous ne liez pas l'élégance, je dirais, au pouvoir d'achat, vous n'allez pas empêcher aux gens qui vous voient marcher dans la rue de se dire ces deux gars-là, ils sont pleins aux as. Pourquoi, selon vous, dans l'imaginaire populaire, l'élégance, le raffinement est forcément lié à un certain statut social? C'est ce que ça a été tout le temps. J'étais lié quand même au statut social. Maintenant, on vit dans un monde différent où tout se mélange, les classes sociales se mélangent, et puis il faut faire sa vie. Donc, quand on nous prenne pour des gens qui ont les moyens, bah, pourquoi pas. Ce qui nous intéresse, c'est de susciter la réaction chez l'autre. Après, à partir de ce moment-là, c'est une aventure. Chaque jour est une aventure. Les gens qui nous prennent pour des gens pleins aux as, d'autres qui nous prennent pour des arnaqueurs, d'autres qui nous prennent pour des gens un peu artistes ou élégants. L'important, c'est de susciter une réaction chez les autres, et à partir de là, ben, se passer le truc. Il y a un lien, Le verbe. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait, surtout, moi qui suis pas tellement, je vais pas tellement vers les gens, je suis quelqu'un d'un très réservé. Introverti, c'est assez particulier ça. Élégant, flamboyant, mais introverti. Oui, mais tout le monde sait que le dandy se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin d'aller vers les autres pour. Mais est-ce qu'il faut pour autant se replier sur soi Non, moi je parle pour moi, je parle juste pour moi. Ce que je vois que ça suscite beaucoup, au-delà de l'intérêt, c'est de l'amour. C'est l'amour que les gens vous donnent quand vous êtes bien habillé, quand vous allez travailler. Le nombre de sourires que vous allez avoir sur votre chemin va vous mettre en joie. Donc, et forcément, quand vous êtes un peu timide comme moi, les gens viennent vous parler, donc gentiment vous leur répondez. Et donc ça change aussi votre personnalité. Quand vous avez une capuche sur la tête et que vous êtes habillé en training avec des baskets, les gens serrent leur sac. Les gens vous craignent. Donc forcément, ça va vous donner une image de vous, de bad boy, même si vous ne l'êtes pas. Donc quelque part, je trouve que l'amour que ça suscite, il n'y a rien de plus beau en fait. Alors, on va regarder quelques images justement illustrant parfaitement à la fois le look, le style qu'évoquent donc les partisans du grand dandyisme. Hier quand tu m'as vu, tu m'as dit vous. Jamais t'aurais cru que dans mon 3 pièges j'avais planqué un zebou. Moins étroit, plus à l'aise que tes yeux coups. Du coup le port verbalise l'avance. Dis-toi que sur mon front y'a pas de goût. Et en cas d'incident, pas de bébé bégué. Manger mon bagou, mes éléments, mon look commercial c'est la toux. J'ai troqué mes Jordan contre une paire de chaussures à bout. Du coup les regards sont différents, on m'appelle monsieur mec à bout. Ok, l'habit ne fait pas le moine mais le costume fait l'homme. Lequel des deux tu crois qu'il questionne? Celui en Nike ou en Weston? Réfléchis un peu, parfois pense comme Babylone. Ça t'évitera les soucis, t'apprécieras mieux ton chinois. Être invisible dans le système, reconnu dans son milieu. Quand tu sais que c'est pas toi la cible, prends-moi ton bis, tu le vis mieux. Avec un style baisse-bêche, tu peux baiser des gens, tu peux baiser tes j'ai à croire qu'une cravate rend intelligent. T'arrêtes pas de me dire que tu veux que ta vie soit plus simple. Un conseil, remplace ton baggy par un futin. Passe à la place de tes baskets, enfile tes mocassins. Et même si t'es clandestin, on te prendra pour un saint. T'arrêtes pas de me dire que tu veux que ta vie soit plus moche. J'ai ton survêt ta trou, tu te feras plus serré par les boules. T'affoleras plus les foules, et plus d'aucun club, tu te feras refoule. Quand t'es sapé d'un costard, naturel et la distance. Dingue comme un bout de tissu peut te changer l'existence. En 2 ou 3 pièces quand elle me voit, les miscris. Alors, moi, qu'on puisse dire évidemment, c'est que vous ne passez pas inaperçu, très clairement. On a souvent eu tendance à, je dirais, cantonner le dandysme aux hommes. Et parfois, il y a des femmes aussi, et j'en ai rencontré d'ailleurs récemment, qui elles aussi ont décidé, au fond, de je dirais, se lancer ou se réapproprier ce courant social venu d'Angleterre. Alors, Kamal Rimi, aujourd'hui, avec, je dirais, l'évolution du monde, avec la manière dont le monde est perçu par les gens, avec les difficultés qui sont rencontrées sur le plan social, est-ce que le look que vous affichez peut aussi être interprété comme une réaction à l'ordre établi ou tout simplement comme un moyen
de revendiquer une identité. Oui, ça peut être perçu comme vous dites, une rébellion. Ça peut être aussi perçu comme une nostalgie, comme des gens qui veulent revenir. De l'époque. C'était mieux avant. Ouais. Donc, ça peut même Mais l'époque que vous n'avez pas connue. Pas du tout. À la fin. Voilà. À la fin. Moi, je suis né dans les fin des années 70. Donc, j'ai connu ça à travers la télé, tout ça, mais j'ai pas vraiment connu ça. Alors, Logan, vous êtes né vous aussi à la fin des années 70 ou pas? Moi, je suis né en 74. Donc, j'ai eu, oui, la fin de l'évolution des voitures qui n'étaient pas encore tout électronique. J'ai eu tout ça. Donc, en 80, j'avais 6 ans. Donc, j'ai eu la résultante des années, avec les plus vieux, des années 50, 60, 70. Donc, forcément, c'est pas la nostalgie du tout. Hein. Ce que je veux dire, c'est que en 2018-19, si vous voulez vous habiller, vous allez chez le tailleur. Le Prince de Galles que j'ai là, la chemise là, n'a pas de 60 ans. Celui-là, on n'est pas les vintagers. On prend de la très bonne qualité. Et effectivement, c'est dans ces années-là où il y a eu de la bonne qualité. Et forcément, donc ça refait penser à cette époque-là. Mais sinon, les barons du grand banditisme ne sont pas ni vintagers, ni hipsters. Sont juste des élégants classiques masculins. On va regarder encore un autre élément pour vraiment fixer les idées et vraiment se forger une idée bien précise sur ce que représente ce mouvement. Hier quand tu m'as vu, tu m'as dit vous. Jamais t'aurais cru que dans mon 3 pièges j'avais planqué un zebou. Moins étroit, plus à l'aise que tes yeux coups. Du coup le port verbalise l'avance. Dis-toi que sur mon front y'a pas de goût. Et en cas d'incident, pas de bébé bégué. Manger mon bagou, mes éléments. Mon look commercial c'est la toux. J'ai troqué mes Jordan contre une paire de chaussures à bout. Du coup les regards sont différents. On m'appelle monsieur mec à bout. Ok, l'habit ne fait pas le moine mais le costume fait l'homme. Lequel des deux tu crois qu'il questionne? Celui en Nike ou en Weston? Réfléchis un peu, parfois pense comme Babylone. Ça t'évitera les soucis, t'apprécieras mieux ton chinois. Être invisible dans le système, reconnu dans son milieu. Quand tu sais que c'est pas toi la cible, prends-moi ton bis, tu le vis mieux. Avec un style baisse-bêche, tu peux baiser des gens, tu peux baiser tes j'ai à croire qu'une cravate rend intelligent. T'arrêtes pas de me dire que tu veux que ta vie soit plus simple. Un conseil, remplace ton baggy par un fut ta brasse. À la place de tes baskets, enfile tes mocassins. Et même si t'es clandestin, on te prendra pour un saint. T'arrêtes pas de me dire que tu veux que ta vie soit plus moche. Et ton survêt ta trou, tu te feras plus serré par les boules. T'affoleras plus les foules, et plus d'aucun club, tu te feras refoule. Quand t'es sapé d'un costard, naturel et la distance. Dingue comme un bout de tissu peut te changer l'existence. En 2 ou 3 pièces quand elle me voit, les miscris. Voilà, retour donc sur le plateau d'Horizon Intellectuel après donc cette deuxième séquence avec les barons du grand banditisme. Je me tourne vers vous, Rémi Kamal. Je voudrais qu'on aborde à présent les accessoires. Quels sont les éléments constitutifs du dandy aujourd'hui? Alors, je parle en tant que profane. Hein. Je vois le chapeau, je vois la cravate, je vois la pochette, mais encore. La pince à cravate. C'est 4 éléments. Mais j'essaierai peut-être répondre. Ok, très bien, le Ganomalet. En fait, les 4 éléments qui vont nous différencier d'un élément. Si je fais ça, je suis un mec en costume. 2018. Si je rajoute un chapeau, qu'on appelle le couvre-chef, c'est pas pour rien. Si on rajoute les gants, les lunettes, le sac ou la canne, avec ces 4 éléments, rajouter avec bien sûr l'élégance, on passe d'un simple élégant à un baron du grand banditisme. D'accord. Parce que ce sont ces éléments en fait que les gens vont voir et qui vont vous différencier de quelqu'un qui va par exemple juste au boulot et qui est habillé en costume de travail. Alors précisément, est-ce que le regard est tellement important pour vous? Est-ce que vous avez besoin
que le regard des autres, que l'attention soit focalisée Mais non, sur vous. justement pas du tout, parce qu'au contraire. Alors, enfin, c'est difficile. Hein, c'est difficile, mais malgré la pression, on va dire, sociale, le piquant du regard des autres, bah, on aime tellement bien s'habiller, être élégant, tout ça, on trouve ça agréable. Du coup, malgré le regard des gens, on le fait. Mais le regard des gens est plutôt guetteur, il est plutôt piquant. Donc c'est pas. Mais quand on se sent observé, regardé, est-ce que la tentation d'en rajouter, par exemple, ne vous vient pas à l'esprit? C'est juste une histoire d'utilité. Un chapeau, c'est bien quand il pleut. Moi, je ne mets pas de capuchon, comme on dit. C'est bien quand il fait soleil. Ça protège la tête, protège les cheveux. C'est ça que c'est plutôt le regard des gens, tout ça. Oui, mais en même temps, non. L'utilité, en fait, c'est l'utilité. Si les hommes, entre, on va dire, longtemps avant, l'homme a toujours un chapeau. Il n'y a que depuis l'invention du shampoing et des salles de bain individuelles dans chaque maison que l'homme a commencé à arrêter de mettre des chapeaux. Et aussi, à l'avènement de la mode, justement la mode, où on a commencé à faire des coups à la one again. D'accord? Donc on ne mettait plus de chapeau. Mais avant, l'homme ne faisait pas de coups à la one again. Il avait un style, une tendance. Il mettait son chapeau, ses gants, sa canne, son sac. Alors précisément, cette apparence que vous cultivez, est-ce que vous estimez, avec le recul, puisque vous êtes vraiment, je dirais, très impliqué dans le mouvement, est-ce que vous diriez que, géographiquement parlant, il y a des zones qui sont beaucoup plus propices justement au dentiste que d'autres? Par exemple, en Afrique, est-ce que c'est quelque chose qui... Les gens sont particulièrement sensibles au dentisme, au dentisme et tout ça. Car pour eux, c'est vraiment quelque chose de réel. C'est pas que de l'apparence, ça c'est plutôt on va dire, la mentalité européenne. En Afrique, c'est plus sérieux. Donc l'apparence fait l'homme. Hein, et comme dirait un certain. Le style fait l'homme. Pour les Africains, c'est du sérieux. C'est vrai qu'ils sont très impliqués, mettent de l'énergie, de l'argent et tout ça. En Europe, c'est plus folklorique, on va dire. On aime l'époque, on s'habille. Mais quand je vous regarde par exemple, j'aimerais vraiment l'attention de ceux qui nous suivent, que vous puissiez nous dire par exemple à quelle époque vous correspondez là, pour le coup. 2018, le gaz. Le classique masculin, je veux dire, c'est une veste, nous sommes juste des hommes en costume. On est habillés comme papa. C'est juste ça, il n'y a pas d'époque. Vous ne revendiquez pas une appartenance à un courant mode parce que vous inscrivez résolument dans le style au fond. Oui, on est contre l'industrialisation à outrance. D'accord. Du coup, on s'inscrit dans une période où il n'y avait pas cette industrialisation à outrance et où les choses se faisaient avec de la passion et du temps. Donc oui, à ce niveau-là. Est-ce que, diriez-vous, Logan, que vous cultivez d'une certaine manière une identité, et est-ce que cette identité-là, au fond, peut générer un état d'esprit, un courant de pensée Nous, notre credo, en fait, c'est pas de sang sur nos vêtements. Voilà. Moi, le mot le plus important que j'ai en moi, c'est l'intégrité. C'est quand je me regarde dans le miroir, est-ce que cette veste a été faite par un enfant? Est-ce que ce t-shirt où il y a écrit des choses anti-système a été fait lui-même par le système? C'est ça, moi, qui m'intéresse, en fait. Donc, moi, c'est l'intégrité avant tout. Mes gants ont été faits par un gantier. Parce que ce qui est intéressant, en fait, c'est que quand vous commencez à vous habiller sérieusement, c'est que les gens, vous allez interpeller des gens. L'ignorant restera ignorant, il rira. C'est normal. L'imbécile est heureux. Mais par contre, il y a peut-être des gens que vous allez croiser qui vont changer le cours de votre vie. Quand on tient le mur pendant très longtemps, il y a un moment où on s'aperçoit que le mur tient tout seul. Mais si on n'est pas un peu d'effort, un peu d'amour dans son quotidien et dans son style, bon, lâcher le mur, ça va pas nous faire aller très loin. Et donc, par exemple, ces gants-là, c'est un gantier qui me les a offerts parce qu'il est tombé amoureux du style. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est plus du... Après, c'est des histoires d'amour, c'est des histoires d'humanité, c'est des histoires humaines, et c'est ça qui est beau, et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment créer quelque chose unificateur dans le monde entier, par rapport au baron du banditisme, parce que je ne voulais pas vivre ça tout seul. Et donc, c'est vrai que c'est toujours intéressant. Par exemple, moi, j'ai eu la chance d'être dans le livre We Are Dandy de Rose Callahan. C'est par M. de Fustel, baron de Baham, qui a parlé à Rose de mon existence. Moi-même, ensuite, ai parlé du baron de Namibie, du baron de Johannesburg, et est parti en Afrique du Sud, là où c'est un vrai vivier de barons, justement. Parce que, par exemple, le Congo, vis-à-vis de l'Afrique, c'est plus dirigé depuis une dizaine d'années vers Kinshasa plutôt qu'à Brazza. Et c'est vrai que les premiers sapeurs avaient plus un style baronique. Aujourd'hui, on est plus dans du fashion au niveau de Kinshasa.
Par contre, au niveau de l'Afrique du Sud, c'est un vrai vivier de barons. Est-ce que vous diriez l'un et l'autre, parce que vous venez de soulever un point très important, vous parliez des sapeurs justement, est-ce que vous vous sentez insulté ou plutôt flatté qu'on vous appelle, ou qu'on vous traite de sapeur? Ça nous irrite, qu'on nous appelle les sapeurs. Il y a un côté excentricité qui ne vous correspond pas. Nous, on est vraiment dans la lignée des Dorset, de Brumel, il y a des règles d'élégance, on ne fait pas du n'importe quoi. On met des habits à notre taille, on essaye de marier les Vous avez cité un nom très important, la Brumel. Voilà. Oui, qui est très connu d'ailleurs pour avoir dispensé les conseils à la cour, Angleterre. Exactement. En matière d'élégance, c'est quelqu'un qui fait le baron ne fait pas ce qu'il veut, il suit une tradition, et donc voilà, il y a une certaine mesure. Parler d'intégrité, est-ce qu'on parlerait d'éthique à ce niveau-là? L'éthique, bon, c'est assez proche, oui, éthique carrément. D'ailleurs, on est en pourparlers avec une marque de costumes sur mesure qui s'appelle justement Ethic Fashion. Donc c'est Richmart, c'est une société qui s'installe à Florence et qui a créé un système qui s'appelle le TOC, donc le Theory of Contraints, qui permet de créer des vêtements de manière industrielle, mais sans perte et sans devoir payer les gens de manière indigne. C'est un système qui permet de ne faire aucune perte. Et là, on parle d'éthique. Alors, effectivement, là, je rebondis à nouveau parce que vous l'avez dit dans l'introduction. Vous représentez un courant qui, bien évidemment, porte une attention très particulière sur, je dirais, la qualité des tissus, sur le style, d'une certaine manière d'être, mais vous vous attachez aussi, et surtout, c'est ce que j'ai pu comprendre en tout cas, à ce qu'il y ait à la fois une morale dans votre démarche, le fait que vous vous habillez par exemple, vous voulez vous assurer effectivement que vos vêtements n'ont pas été fabriqués ou conçus ou confectionnés dans les conditions indignes, en tout cas de la condition humaine. Vous parlez des enfants qui, comme à l'instar de mines dans les pays comme la RDC ou les pays comme la Sierra Leone, travaillaient dans les mines de diamants pour extraire justement cela. Alors, ça me permet de rebondir à nouveau sur un autre aspect extrêmement important, c'est votre engagement en faveur de cette cause que vous défendez. Aujourd'hui, quel est le regard que la société a sur vous, sur votre manière de penser, et puis surtout, est-ce qu'il y a, d'un point de vue en termes de projet, évidemment, des choses qui sont en gestation? Vous avez évoqué partiellement ce projet avec la mode éthique. Est-ce qu'il y a autre chose que nous devrions savoir dans le cadre de vos activités respectives? On a déjà des activités, on a le blog, Street Baron, qui permet... Street Baron, Street Baron, avec un S. www. Street, donc comme Street, S-T-R-2-E-T, et B-A-R-O-N-S. Collé. On va l'indiquer. Donc là, ça traite de l'actualité des différents barons, il y en a plus de 500 dans le monde. Et pourquoi ce terme baron, justement? Les barons, c'est tout le monde à le Malais. Alors, le Galomalais, pourquoi? Donc baron, en fait, baron, c'est un mot qui a toujours été très populaire. Par exemple, la baronne dans un bar, c'était la patronne du bar. Quand on voyait quelqu'un bien habillé, on l'a toujours appelé le baron. Le mot vient en fait de l'argot de Paris, où le baron était le complice de celui qui joue au bonneto, donc le jeu avec les 3 cartes. C'est celui qui gagne toujours. Mais le baron est aussi un membre de la noblesse. Oui, mais moi je parle au niveau argotique. D'accord. L'étymologie du mot au niveau de l'argot. Et après, je reviens au niveau de la noblesse. Et en fait, donc, le baron a toujours été un mot reconnu dans la rue. C'est donc, nous, notre escroquerie, quelque part, elle est que on s'habille avec des vêtements qui valent très cher, qui ont coûté très cher, en tout cas aux premiers qui les ont achetés, mais grâce à des moyens qu'on aime user, nous coûtent presque rien. Parce que, comme je dis toujours, moi je m'habille dans la rue. Et le fait de s'habiller dans la rue, de trouver sa chemise Christian Dior dans la rue, au Maroc, vous met une forme d'humilité. Parce que moi, quelqu'un qui va venir sur moi et qui va me dire « Oui, nana », je vais lui dire « Écoute, tes chaussures, tes baskets valent plus cher que toute ma tenue. Donc je suis forcément plus humble que toi. Donc forcément, ça garde une forme d'humilité, même si je suis plus chic que toi. Et que tu le sais très bien. Donc c'est ça qui est assez marrant. C'est ce côté, comme vous disiez, les gens nous prennent pour des millionnaires alors qu'on s'habille dans la rue. Mais c'est ça la beauté du geste. C'est que moi je n'ai pas donné un euro
un actionnaire d'une multinationale. Et c'est ce qui un peu nous motive à trouver des pièces et puis ensuite, comme je dis toujours, le style va en évoluant. Donc on trouve de plus en plus de pièces, de plus en plus belles, de plus en plus originales. Et puis après, c'est la création de chacun, c'est ça qui est intéressant. Sur les 60 barons qu'on est, chacun a plus ou moins son style, alors même si ce sont les mêmes éléments. 60 barons répartis dans le monde. Tout à fait. Quelles sont les conditions pour être admis à la baronnie? Les conditions, déjà, c'est le style. Il faut se reconnaître déjà. Oui, c'est le style. Comment se faire connaître? Comment entrer en contact avec nous, par exemple? Je me considère comme... C'est plutôt le gars qui s'occupe de ça. Donc le gars, soit un repère un peu les barons, et après il en parle à... Mais comment vous repérez les barons? Est-ce que vous... Voilà, par le biais du net, par le biais d'émissions justement qui parlent de dandisme, et que je vais m'apercevoir que finalement les gars sont barons et pas seulement dandis. Donc ensuite je rentre en contact avec eux. Là maintenant qu'on a le blog, il y a une adresse mail forcément. Donc on reçoit des mails de jeunes hommes justement qui sont inspirés par le mouvement et qui nous demandent à être barons. Maintenant, moi, comme je dis toujours, Paris c'est pas faire un jour, donc montre-nous si vraiment ta motivation est ou tu es juste habillé une fois dans la semaine ou une fois dans le mois en mode baron. Donc c'est vous qui décernez d'une certaine manière le regret de baron du grand banditisme. Quand j'étais seul, c'était moi. Ouais. Maintenant, on commence à être plus. Kamal Rugby est toujours avec moi, enfin, il est souvent avec moi, donc forcément, il a son mot à dire. Et plus baron, plus il y a le cercle, comme on appelle le cercle, de ceux qui sont toujours en contact. Ça peut être en Afrique du Sud, ça peut être à Londres, ça peut être, parce que certains sont plus pris par la chose. Et effectivement, quand je dis qu'un nouveau membre est baron, si j'ai pas de répercussions autres, sinon on en parle. Voilà. Mais c'est vrai que c'est sur le temps, parce que le but du jeu c'est de s'habiller bien tous les jours. Et quand je dis bien s'habiller, c'est pas forcément mettre un costume, cravate et un chapeau. Par exemple, un plombier, s'il est baron et qu'il est plombier, il va être bien habillé en plombier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, nous c'est le bien habillé. Moi c'est vraiment le bien habillé qui m'intéresse. Dans sa vie quotidienne, on dit toujours le costume. Moi je vais au travail en costume. Et moi mon travail, j'ai un costume, mais il n'est pas du tout le même. Et c'est quelque chose qu'on m'impose et j'essaie de le mettre au mieux. C'est ça en fait. Alors, vous avez vocation, j'imagine, à élargir le cercle des barons du grand danditisme. Il y a aussi des baronnes, on en a parlé. Je voulais peut-être oui, des projets futurs. Oui, tout à fait. Ouais, voilà, j'avais pas terminé par rapport à ça, donc il y a le blog. Oui. Et surtout, on essaie d'établir une marque, c'est des barons, avec justement Rich Mars en Italie. Et donc, justement, ils nous permettent de produire des costumes de manière éthique. Et donc ça c'est vraiment un gros projet qui nous tient à cœur et pour cela on doit se rendre au Pizziomo. On s'y rend déjà 2 fois par an et là devrait normalement se concrétiser. Qui se déroule à Milan, je pense. Florence. Et d'ailleurs nous organisons aussi en partenariat avec la Fondation Duxelles, c'est plutôt la Fondation Duxelles qui organise, nous sommes partenaires, un événement justement pour la Fondation qui va vraiment marquer le coup à Florence. Et donc voilà, si vous voulez absolument parler de ça, quand je... Oui, bien sûr. Voilà, ça c'est très important. Alors, c'est l'occasion aussi de parler de la galerie des meubles du cœur, dont vous êtes le gérant. Récemment, il y a eu un événement organisé par la fondation de Fustel. Et par Style Baron. Et par Style Baron, effectivement. Ouais, les sartoriales. On a organisé moi et de Fustel. C'est ça, les sartoriales, c'est ça. Oui, voilà, le sartorial market. Peut-être rappeler à l'attention de ceux qui nous écoutent, quel est le principe en fait de cette... C'est de collaborer avec des grandes enseignes d'élégance masculine qui nous donnent des vêtements que nous vendons à la faveur de la fondation de Fustel. Donc on va dire en gros c'est un marché sartorial en faveur d'une bonne cause. Et dans ce cas-là c'est la fondation de Fustel. Et donc, et en même temps, on essaye d'organiser des activités connexes, donc comme une exposition d'Ivan Ibarra, qui a peint tous les barons, justement. Oui, tout à fait, absolument. Et donc voilà, donc, on invite différentes enseignes à venir vendre des vêtements en faveur d'une fondation. On va regarder justement quelques images de cet événement qui a eu lieu il y a quelques semaines à la galerie Les Meubles du Cœur.
tourne vers vous, Logan O'Malley. Vous êtes, je le rappelle, le créateur des barons du grand banditisme. Cela fait quelques mois, quelques années déjà que vous êtes actif, je pense. Ça fait 7 ans que j'ai commencé à développer ce concept. D'accord. Et comment estimez-vous aujourd'hui, ou si on devait parler de bilan ou de résultats après cette année, comment est-ce que cela est perçu? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire, à améliorer? Si vous deviez changer certaines choses, quelles seraient ces choses-là? Et puis surtout, comment est-ce que vous voyez, vous, l'avenir de ce courant? Nous, en fait, c'est vraiment inspiré, donc, mettre au même titre que le style hip-hop, que le style punk, que le style rock, le style baron. La finalité du mouvement, c'est qu'un jour, on croise des barons, des gens bien habillés, dans ce style-là, un peu partout dans la ville. Parce qu'au final, si on regarde bien, on est juste habillé comme des citadins. On est en ville, on est habillé comme des citadins. C'est pas tout le monde qui porte un chapeau dans la rue. C'est pas tout le monde qui porte un chapeau, mais beaucoup de gens aimeraient en porter. Parce qu'en fait, il y a cette... Vous leur donnez envie. Il y a aussi ce côté adolescent qu'on retrouve beaucoup. Il y a un moment où, quand vous êtes habillé comme votre fils, et bien votre fils ne sait plus vraiment si vous êtes plus grand que lui ou que vous le vouliez ou non. La veste donne une stature. La veste est coupée pour que vos épaules ressemblent à des épaules. Ce n'est pas un t-shirt qui tombe comme une bouteille d'orangina. C'est pas un blouson en plastique. C'est quelque chose qui vous donne une stature. Et un enfant, par exemple, va voir la stature que vous avez. C'est comme ça, je n'y peux rien, c'est pas moi, je ne l'ai pas inventé. C'est ainsi. Donc, forcément, nous, ce qu'on essaie de mettre un peu à l'honneur, c'est l'homme. L'homme, et beaucoup m'écrivent en me disant, écoute, j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants, je mets des Jordan encore, mais je ne sais pas quoi mettre d'autre. Je ne sais pas, parce que beaucoup n'ont pas la culture aussi du vêtement. Et c'est important. Et moi, je suis vraiment là pour donner des conseils et amener vers l'élégance, et donc rhabiller le monde. Nous allons petit à petit arriver au terme de notre échange. Je vais donc vous permettre à l'un et à l'autre de conclure avec le mot de la fin. Rémi Kenal. Moi, je pourrais conclure avec les mots du cœur, justement. Oui. C'est une salle que je gère depuis quelques semaines, on va dire maintenant. Et donc, ça m'a permis de centraliser toutes mes activités. Parce que j'ai plein d'activités. Il y a le street baron, il y a les blogs, il y a les barons du banditisme, il y a les Logan. Il y a cette marque avec laquelle je voudrais collaborer. Donc ça m'a permis de tout centraliser dans une même salle et en plus qui va être encore avec une scie, parce que si je mobilité de qualité. Rappelez-nous l'adresse des Barons du Cœur. 24-26 rue des Capucins à Mille-Bruxelles, c'est juste à côté des Marolles. Tout à fait. On va dire c'est derrière la piscine des Marolles. Bon, un quartier de la rue là c'est la rue au Voilà, c'est une rue perpendiculaire. Voilà. D'accord. Logan O'Malley, créateur du mouvement des grands banditismes. Moi, je finirai en disant que si le soleil brille, c'est parce que les barons s'habillent. Sachez-le. Eh bien, nous allons, nous, ici, au niveau d'Horizon Intellectuel, faire en sorte que ce soleil continue à briller encore et encore, en fonction, bien évidemment, des sujets que nous aurons à cœur de partager avec vous. Merci infiniment d'avoir prêté à nouveau une attention toute particulière à cet échange. Je vous retrouve très vite, même heure, même lieu, sur Almoatine TV. À la prochaine.